me suis lancé, j'avais 23 ans. C'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de stress, tout simplement de la visibilité. La seule personne qui fait que vous échouez, c'est vous. Bienvenue dans Parole d'entrepreneur, le podcast qui met en lumière les vrais visages de l'entrepreneuriat. Dans chaque épisode, nous donnons la parole à des entrepreneurs de notre région, membres de BNI Essonne Terre d'Avenir, des entrepreneurs au profil unique, aux personnalités inspirantes et passionnantes, qui viennent partager avec vous leurs histoires, leurs astuces et leur énergie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Parole Entrepreneur, le podcast du BNI Essonne Terre d'Avenir. Nous sommes aujourd'hui avec Jérémy Or. Bonjour Jennifer. Bienvenue sur notre podcast. Merci. Alors on va parler de ton entreprise, on va parler de ton parcours entrepreneurial. Est-ce que tu peux, avant de nous parler de ton entreprise, nous donner un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Je suis devenu très rapidement chef d'entreprise puisque je me suis lancé, j'avais 23 ans, parce que j'ai fait quelques expériences en tant que salarié qui ne m'ont pas plu en termes d'autonomie, en termes de relations clients, c'est-à-dire que je n'appréciais pas du tout la façon dont les clients étaient traités. Et voilà, et puis j'ai eu par opportunisme, j'ai un de mes amis d'enfance qui voulait créer sa société dans les sites internet et qui me dit si tu veux on s'associe, tu fais toute la partie réseau maintenance et moi je fais les sites internet. Et voilà comment je me suis lancé. Ah, donc très jeune entrepreneur. Et depuis, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit non, en fait, je laisse tomber l'entrepreneuriat, je m'oriente vers le salariat? En 21 ans, à peu près toutes les semaines. Non, c'est beaucoup de doutes. C'est beaucoup de stress aussi, mais à côté de ça, on a une liberté de faire les choses à notre image qui n'a pas de prix. Donc moduler son emploi du temps quand c'est possible, parce qu'évidemment l'emploi du temps est chargé, mais non. À aucun moment je ne pourrais redevenir salarié. Alors tu parlais des doutes, justement. Quel a été ton plus gros challenge depuis que tu t'es lancé? Le challenge où tu t'es dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Comment ça s'est passé? Le plus gros challenge pour moi, c'est la communication. La communication, j'entends le faire promouvoir mon entreprise. Parce que dans ce cas-là, il faut parler de soi, chose avec laquelle je suis très habile. Et puis je ne suis pas commercial du tout. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, quand on se lance, on est avant tout des bons techniciens, mais on n'a pas forcément cette casquette commerciale. Donc c'est là où ce qui m'a pris beaucoup de temps, pour quelqu'un d'un peu plus commercial, aurait pris beaucoup moins de temps en fait. Alors justement, dévoile-nous ton métier, parce que tu as la casquette de chef d'entreprise, et donc ton métier. Mon métier, moi je suis informaticien pour les entreprises. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fournis le matériel informatique, parce qu'il existe des millions d'ordinateurs, il faut savoir quel est le bon par rapport à l'activité des gens tout simplement. Je m'occupe de tout ce qui est la partie réseau, donc tout ce qui est mise en réseau, le travail collaboratif, le fonctionnement du réseau d'entreprise en général, toute la partie sécurité aussi de l'entreprise. On est en 2025, l'IA, les hackers, les cryptovirus, tout ça aujourd'hui c'est très 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 dangereux en termes de données. Donc je m'occupe vraiment de A à Z du parc informatique de l'entreprise. Voilà. D'accord. Et alors, quel est le quotidien de Jérémy, et de par ta casquette d'entrepreneur et de par ton métier, comment se passe une journée lambda? Alors mon métier est divisé en deux parties. Il y a ce qui est prévu et l'imprévu. Puisque comme je suis un métier alors je fais beaucoup de préventif. Le préventif, c'est faire les mises à jour régulièrement, c'est faire des scans antivirus régulièrement, mettre en place des solutions pour éviter les futurs problèmes. Malheureusement, il arrive aussi le mauvais clic, la panne et tout ça, dans ce que j'appelle les urgences. Donc mon métier, il va être décomposé, on va dire, en tout ce qui est préventif d'un côté, et tout ce qui est renouvellement d'ordinateurs, évolution du parc informatique, et tout ce qui est urgence, à savoir « Ah, allô Jérémy, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Là je suis bloqué, là j'ai un virus, là j'ai ceci, là j'ai cela ». Donc c'est assez sportif quand même, parce qu'on peut planifier plein de choses, mais quand il y a une urgence, l'urgence est prioritaire. C'est là où c'est compliqué. Ah oui, c'est sûr, une urgence, tu as des clients, il a besoin de son outil, il a besoin de son ordinateur pour travailler. Si tu lui dis que tu n'es pas dispo, ça peut être compliqué pour lui. C'est ça. Qu'est-ce que tu préfères le plus alors ça peut être soit dans l'entrepreneuriat, soit de par ton métier, mais qu'est-ce que tu préfères? Ce que je préfère le plus dans mon métier, c'est la relation que j'ai avec mes clients. C'est pas l'informatique en soi, moi je fais de l'informatique, c'est pas vraiment une passion. J'ai un esprit qui est assez logique et je me suis bien retrouvé là-dedans. Mais clairement, ce que je préfère dans mon métier, c'est la relation vraiment que j'ai avec les clients, cette relation de confiance que j'ai su tisser avec eux. J'ai des clients que j'ai maintenant depuis 21 ans. J'imagine qu'ils sont contents de la relation. 21 ans, oui.
Je perds très peu de clients aussi grâce à ça, parce que je suis avant tout là pour les conseiller, pour les aider, pas pour vendre ou vendre ou vendre. Je rappelle, je ne suis pas commercial de base. Mais non, moi vraiment ce que je préfère c'est ça. Généralement les gens m'appellent parce que soit ils ont un besoin, soit ils ont besoin de conseils, soit ils ont un problème. Et moi, mon job, c'est de leur apporter une solution. C'est ce que je préfère. D'accord. Et quelle est, d'après toi, la qualité que tu as qui t'aide le plus dans ton quotidien d'entrepreneur, de chef d'entreprise, pour relever les challenges, justement Alors, j'allais dire l'honnêteté, mais ça m'aide et ça me dessert aussi. D'accord, c'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde assez compliqué, je trouve, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire du fric. Tout le monde veut faire du pognon, tout le monde veut trouver des clients, et puis ça signe, et puis ça... Ok, mais des fois, c'est souvent au détriment de la qualité pour le client. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, c'est aussi pour ça que j'avance petit à petit, mais que j'avance bien. C'est que ma priorité a toujours été la satisfaction client. Je ne vais pas vendre cet ordinateur-là parce que je vais faire plus de marge dessus. Non, je vais vendre cet ordinateur-là parce que par rapport au métier du client, c'est ce qui sera le plus adapté pour lui et ce qui lui fera perdre le moins de temps ou gagner le plus de temps en fonction de son activité. Donc j'ai vraiment cette notion d'apporter au mieux pour le client. Et je pense que j'ai beaucoup de confrères qui font un petit peu comme ça, mais aussi un petit peu à l'inverse, où j'ai revendu ça. Ok, mais c'est pas toute première fraîcheur, c'était du stock, c'est un petit peu vieux, donc des ordinateurs neufs qui sont déjà un petit peu vieux. Moi, je travaille toujours en flux tendu, c'est-à-dire que j'ai pas de stock. Moi, quand on me commande un ordinateur, je regarde ce qu'il y a de dispo, toujours dispo chez mes fournisseurs, et toujours tout ce qui est récent. J'ai pas de stock, parce que avoir du stock, ça veut dire avoir l'obligation de le revendre derrière. Sauf que quand on n'a pas tous les marchés qu'on veut, quand ça stocke depuis un moment, les produits ne sont plus toujours très frais. C'est intéressant ça, parce que pour les personnes qui nous écoutent, si demain ils ont besoin de changer d'ordinateur, parce que je crois qu'il y a une grosse actu en plus par rapport au PC avec Windows 11 qui est arrivé, et qui est obligatoire maintenant. Tu nous en parles un petit peu? Eh bien oui, depuis le 14 octobre, Windows 10 n'est plus maintenu, ce qui veut dire que tout simplement toutes les pages de sécurité, les failles qu'ils vont trouver ne seront plus comblées. Alors si vous pouvez toujours, si vous payez un abonnement pour les mises à jour, qu'on soit d'accord, qui a envie de payer pour des mises à jour? Personne. Voilà. Donc plusieurs choix, renouveler son ordinateur, ou venir me voir parce que j'ai quand même des moyens pour passer un ordinateur qui ne veut pas passer en Windows 11, je peux quand même le passer en Windows 11. Tout dépend de la configuration de l'ordinateur et puis du bien fondé de l'histoire. Parce que si tous les ordinateurs peuvent passer à Windows 11 à peu près, le seul problème c'est que Windows 11 est beaucoup plus gourmand qu'il ne l'était au début, et que si on fait passer un ordinateur qui était déjà juste au niveau Windows 10 en Windows 11, il devient inutilisable. Donc pas d'intérêt de le faire passer. Dans ce cas-là, mon conseil c'est de le changer en effet. Ce qui est génial là-dedans, c'est que s'il y a des auditeurs qui se reconnaissent dans ce que tu dis, ils peuvent venir te voir, il y a un vrai conseil derrière. S'il n'y a pas nécessité de changer le PC et que tu peux les aider comme ça, tu le feras. Et si vraiment il faut le changer, ils peuvent être sûrs que le conseil sera bien avisé. Moi, je pense qu'on gâche beaucoup trop aujourd'hui. Donc si on peut faire perdurer les ordinateurs un petit peu plus longtemps, parce que quand j'ai commencé ma carrière, un ordinateur, ça durait 8 ans, 10 ans. Aujourd'hui, les constructeurs ne s'en cachent pas, hein. C'est 3, 4, 5 ans maximum. Alors pourquoi? Parce qu'il les ordinateurs sont pas très cher aujourd'hui. Un ordinateur de bureau, une unité centrale de bonne qualité, on en a pour 800 € pour quelque chose qui va durer 4-5 ans. Ramener à la journée, c'est rien du tout pour quelque chose sur lequel on travaille toute la journée. Et toute la journée, toute l'année. Maintenant, on a un réel déficit de qualité. C'est-à-dire, si sur la durée, ça dure moins longtemps, c'est parce que la qualité n'est plus vraiment là en termes de composants sur la durée. Donc c'est à prendre en compte dans la réflexion de oui, celui-là, je peux quand même te le passer en Windows 11. Si l'ordinateur il a plus de 4 ans, je dirais non. Parce que ça servira à rien. Le passant Windows 11, alors oui, on sera dans les clous au niveau mise à jour en termes de sécurité. Par contre, s'il devient ultra long et qu'à chaque fois que tu cliques, il ne se passe plus rien, quel intérêt? C'est sûr, c'est sûr. Quel est ton super pouvoir caché de tous les jours qui te permet d'avancer, d'innover, de te démarquer? Mon super pouvoir, ça c'est une bonne question. Je vais rester encore une fois sur l'honnêteté. D'accord. Parce que je le vois tous les jours, les gens, on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de savoir qu'on peut faire confiance à telle ou telle personne et pas se dire, bon, à quelle sauce je vais être mangé. Encore une fois, changer les ordinateurs, ok, quand c'est nécessaire. Mettre des solutions de sécurité, oui. Pourquoi? Pour éviter les problèmes derrière. On a un réel déficit là-dessus en France.
On est plutôt du genre, bon, ça m'est jamais arrivé, donc je suis pas concerné. Mon rôle, ça va être plutôt être ça, ça va être de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des choses à mettre en place pour justement que ça n'arrive pas. C'est donc cette honnêteté dont je parle, c'est pas dire je suis plus honnête que quelqu'un d'autre, ou c'est vraiment de la transparence. Je vais peut-être changer ma réponse du coup. C'est peut-être ça mon pouvoir, c'est la transparence. Ah, ouais. Aujourd'hui, mes clients, ils savent très bien ce que je leur facture, pourquoi je le facture. Un exemple, mon contrat de maintenance. Contrat de maintenance, aujourd'hui, on nous vend des contrats de maintenance à foison. Tiens, je te vends 1 000 €, 10 heures, machin. Sauf qu'est-ce qui se passe après les 10 heures? Eh ben, on refacture. Et les gens, aujourd'hui, n'en peuvent plus de tout ça. Payer. Payer, toujours payer. C'est pour ça que moi, mes contrats de maintenance, c'est illimité. C'est-à-dire que c'est moi qui définis combien ça doit me générer de travail sur l'année. J'estime le temps. À la fin de l'année, si j'ai mal estimé et que j'ai passé beaucoup plus de temps, tant pis pour moi. Alors si c'est vraiment trop déraisonnable, vu que j'ai une relation de confiance avec mes clients, on en discute. Voilà, je te propose l'année prochaine, on augmente un petit peu, parce que là, c'est quand même... voilà. Mais je suis aussi capable de faire l'inverse. C'est-à-dire que, ok, on a planifié, je sais pas, je vais dire une connerie, 500 balles à l'année. Si je suis intervenu une fois, je dis, non, on va descendre. Ça justifie pas. Et vraiment, j'insiste vraiment sur cette relation de confiance avec les gens. En même temps, j'imagine que si les clients te font confiance depuis 21 ans, c'est qu'il y a le résultat derrière aussi. Je pense qu'il y a du résultat. Après, je ne suis pas le plus à même de parler moi-même je ne veux pas me mettre en valeur tout seul, mais je pense que voilà, si je devais récupérer retrouver une fierté de tout mon parcours, c'est ça. C'est la confiance que mes clients ont en moi et le fait qu'ils restent depuis toutes ces années. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Est-ce que tu as une phrase, un leitmotiv, quelque chose que tu te répètes pour te motiver, pour avancer ? C'est pas très poli, mais ouais, pourquoi pas. C'est un petit peu la maxime que j'avais quand j'étais président du BNI de Savigny, c'était 1, 2, 3, on se sort les doigts. Pourquoi ? Parce que moi, je suis plus quelqu'un qui est dans l'action, de faire les choses plutôt que faire des beaux discours et que derrière, il se passe rien. Un beau discours, c'est bien, sauf que, en effet, s'il n'y a pas de plan d'action derrière, s'il n'y a rien qui se met en place, ça reste c'est du pipeau. On le voit tous les jours avec les hommes politiques aujourd'hui. Que dire ? Voilà, il n'y a rien à en dire, il n'y a rien en fait. Moi, je suis quelqu'un je suis plus un travailleur de l'ombre. C'est-à-dire être en avant. Là, aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu faire cette interview, c'est pour sortir de ma zone de confort. Parce que je ne suis pas du tout à l'aise, clairement. Mais c'est vrai ? Ouais. Ok. Mais c'est me dire de toute façon, si moi je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Et si moi, j'amorce pas les choses, comment je veux que les gens derrière y suivent ? Donc je suis toujours... généralement, c'est mon comportement, mes actions qui me donnent de la crédibilité, pas ce que je dis. C'est souvent comme ça, de toute manière. Sinon, on est juste un beau parleur. Tu prêches une convaincue. Est-ce qu'il y a une tâche, parce que oui, tu as ta casquette d'entrepreneur, tu as ta casquette métier, est-ce qu'il y a une tâche que tu procrastines parce que c'est pesant, quoi ? Oui, la compta. Je crois qu'on est nombreux. Qu'est-ce que c'est chiant. Oh là là. Je suis très sûre que bon nombre de nos auditeurs diront la même chose. Ouais, la compta, c'est un truc que tu procrastines. C'est pas que je le procrastine, c'est qu'au tout début, quand tu courais ton activité, les pièces compta et tout ça, ça se compte sur les doigts des 2 mains. Là, moi, ça fait 20 ans d'activité. Des factures, je dois en émettre pas loin de 800 ou 900 à l'année. J'ai autant de factures d'achat, voire plus les fiches de paye, plus les ceci, les cela. On sort du cadre du technicien, en fait. Et après, le principe d'un chef d'entreprise, c'est aussi de savoir s'entourer. Donc, on reviendra sur le BNI après, j'imagine, mais ça, c'est énorme. On y vient justement, Allez, parce que ça, on va faire un petit... ça. Exactement, on y vient, parce que ça fait un parallèle aussi à ce que tu nous disais au début, que ton plus gros challenge, c'est de te faire connaître, c'est de te rendre visible. Alors justement, tu fais partie du BNI depuis combien de temps ? 11 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Tout simplement de la visibilité déjà. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire à ceux qui se posent la question, pourquoi aller au BNI ? Parce que la plupart du temps, comme je disais tout à l'heure, on est des techniciens, on n'est pas des commerciaux. Et aujourd'hui, moi, la seule stratégie commerciale que j'ai, c'est le BNI. Stratégie efficace, j'imagine, parce que si tu fais 800 factures par an... Oui, parce que au BNI, ça fait maintenant un moment que c'est un peu plus d'1 tiers de mon chiffre par an. Et en termes de chiffre, ça représente aujourd'hui plus de 100 000 € par an.
C'est énorme. Donc c'est énorme. Alors ça se grossit, hein. Ça arrive pas comme ça du jour au lendemain. On parle de confiance, et ce que j'ai développé avec mes clients finalement, qui a pris du temps, la confiance, savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre, qu'on se dit les choses en transparence, que oui, les petits accros, ça arrive, hein, comme dans toute relation entre des personnes. Mais aujourd'hui, le BNI, si on se donne les moyens de réussir, ça marche. Bien sûr. Tout simplement. Marche. La Par méthode est contre, efficace. il faut se donner les moyens de réussir. C'est comme tout, ça tombe pas du ciel. C'est ça. C'est sûr. Et est-ce qu'il y a, au-delà du côté business, qu'est-ce que le BNI t'a apporté? De l'entourage. On parlait tout à l'heure de la comptabilité qui est chiante, mais à mourir. Il y a tout l'aspect juridique aussi. Moi, j'ai vécu quelques épreuves en tant que chef d'entreprise. Je me suis fait entuber par un associé, tout simplement. Ça m'a coûté cher humainement, émotionnellement, psychologiquement, financièrement aussi, accessoirement. Mais sans avoir été... si j'avais pas été accompagné, je ne sais pas si je m'en serais relevé, en fait. Parce que... alors, je prends cet exemple-là parce que moi, je l'ai vécu. Je ne vais pas donner de nom, ça ne sert à rien. Mais quand on a quelqu'un qui est puissant en face de soi, nous, on est tout petit, chef d'entreprise, pas grand-chose. Quelqu'un qui a des moyens illimités, qu'on doit aller au front, se défendre, avoir un avocat, sans connaître bien les gens, avoir des gens qui vont se battre pour toi, tu te fais bouffer en fait. Tu te fais bouffer et finalement tu finis par accepter tout ce que l'autre veut, alors que c'est toi qui as raison. Donc ça, sans le BNI aujourd'hui, je pense que j'aurais fait d'autres choix. Ton parcours aurait été différent. Oui, après j'ai aussi beaucoup appris et cette expérience-là m'a apporté des choses aussi. J'essaie de retrouver le positif dedans, il faut des fois, parce que sinon on se dit oh, je me suis fait bouffer. Mais non, il faut savoir aussi trouver des éléments positifs. Moi c'est simple, aujourd'hui le BNI, ça m'a permis d'acheter des locaux, ça m'a permis d'embaucher, chose que peut-être que j'aurais pu faire, mais dans quelques années. Pour moi aujourd'hui le BNI c'est un gain de temps. C'est un gain de temps, ouais. Tu as gagné du temps. Alors j'aimerais revenir sur l'anecdote, si je peux appeler ça comme ça, que tu viens de partager, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de réussite entrepreneuriale, parce que ça on le met souvent en avant. On a tendance à cacher, surtout en France, c'est pas très, on ne veut pas parler des échecs, des chutes, des choses difficiles. Pour autant, ça fait partie intégrante du parcours entrepreneurial, il faut le savoir, hein, c'est pas un long fleuve tranquille du tout. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ? J'ai appris que ma façon de faire ne correspondait pas à tout le monde déjà. Cette façon d'être honnête, d'être transparent, de ne pas avoir de plan pour au final juste ses propres intérêts. J'ai appris qu'on ne pouvait pas avoir confiance en tout le monde. Et moi je suis quelqu'un qui de base donne confiance. Je donne ma confiance aux gens. Alors souvent je le paye, hein. On peut mettre une casquette de pigeon, il n'y a pas de problème, je la porte comme tu veux. Mais des fois ça fait mal. Des fois, ça fait mal, donc il faut savoir aussi mettre un petit peu de frein sur les envies, sur les choses qu'on pourrait faire avec ou telle personne. Et c'est là je rentre en contradiction avec moi-même. Parce que moi, de base, j'ai pas de mauvaise pensée, je me dis pas, lui, je vais me servir de lui pour ceci. Non, si je peux aider, c'est avec plaisir. Si je peux aider et que ça ne sert pas à mes intérêts, je le fais aussi. En fait, c'est juste pour aider, tout simplement. Maintenant, tout le monde, c'est ça que j'ai appris finalement que je trouve dommage, c'est que tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit-là, loin de là. Donc oui, il faut avoir de la méfiance, c'est pas forcément évident. Est-ce que faut avoir de la méfiance ou est-ce qu'on se dit, ça se construit, on avance et on voit? Parce que, mine de rien, les deux. Si tu mets de la méfiance dès le départ, peut-être que ça met un frein et ça peut te gâcher des opportunités. Non, ça t'est arrivé déjà? Ça m'est arrivé... je me suis fait avoir plusieurs fois, oui. Après, c'est pour ça que j'ai du mal à apprendre sur ce côté-là. On reproduit généralement les mêmes erreurs, plus ou moins gravement, évidemment. Mais non, oui, le côté méfiance, chez moi, c'est clairement pas ce que je souhaite, parce que je ne suis pas comme ça. Maintenant, je ne sais pas si la situation se présentait aujourd'hui avec les mêmes opportunités, je ne sais pas comment je réagirais, je ne sais pas si je retomberais pas dans le panneau, peut-être que si, mais c'est difficile pour moi de répondre à ça. Oui, parce qu'on ne sait jamais, selon le lien, selon la connexion, selon l'état d'esprit du moment aussi, selon le besoin, selon plein de choses. Après, je reste persuadé qu'aujourd'hui, s'associer avec quelqu'un, ça peut être quelque chose de bénéfique si c'est bien fait. Si c'est cadré dès le début, les conditions d'entrée, les conditions de sortie, avec un vrai conseil, un vrai accompagnement à côté, quoi.
Ah, là, il y a un vrai apprentissage derrière. C'est que si on veut se lancer dans une association, enfin, si on veut avoir un associé, donc il y a 2 leçons à avoir, c'est C'est d'être accompagné déjà. Et puis, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. peut-être de bien choisir la personne. Alors, bien choisir la Ça personne, bien cadré. malheureusement, parce que dans mon entourage aussi, j'ai des exemples où même quand c'est dans la même famille, des fois, ça se passe pas bien. Donc, ce qui va préserver ça, j'aurais tendance à dire, c'est le contrat qui est signé, le pacte d'associés qui est signé dès le début, avec encore une fois les conditions d'entrée, les conditions de sortie. Même avec ça, ça peut être compliqué, mais des gens bornent beaucoup comment ça peut se passer et peuvent être les répercussions. C'est super intéressant parce qu'on peut se dire que parfois on a un lien très fort avec une personne, on s'entend très bien dans la vie perso, dans la vie pro parce qu'on a travaillé ensemble sur des projets. On se dit allez, on va se lancer ensemble, on va monter notre boîte ensemble, ça va bien se passer, mais non, on se connaît depuis des années, on se fait confiance, pas besoin de cadrer. Si finalement, il y a toujours besoin de cadrer. Il y a toujours besoin de cadrer. Et avant ça, j'avais eu un premier associé qui était justement un ami d'enfance, parce que l'associé dont je parle, ce n'est pas lui, hein, c'est quelqu'un d'autre. On s'est lancé, on avait quoi, 23 ans, on n'était pas des chefs d'entreprise du tout. On était deux gamins qui se disaient, tiens, on va faire les choses à notre façon. Chose qui n'était pas forcément mauvaise, puisque les clients de cette époque-là, je les ai toujours. Maintenant, en termes d'accompagnement, en termes de naïveté, de crédulité, de tout ce que tu veux, on était à l'ouest. On était à l'ouest. Mais ça fait partie du parcours. C'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Cet associé-là, on s'entend toujours très très bien. On s'est séparés pour des questions plus financières qu'autre chose, mais on s'entend toujours très bien. Là, tu vois, ça pour moi, c'est une vraie association comme elle doit se passer. Saine. Bah voilà, sans stress, sans essayer d'entuber l'autre finalement. Et puis toujours de faire les choses avec conviction et puis avec nos valeurs. C'est vrai que c'est important ça. Essentiel. Est-ce que quand tu étais petit, enfant, ado, au lycée, que sais-je, est-ce que tu as toujours su que tu voulais travailler dans l'informatique ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je voulais être prof de sport. Ouais, rien à voir. Mais alors, rien à voir. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été très très sportif. Bon, plus trop maintenant, parce que bon, trop le temps, et puis on se sédentarise pas mal quand même. Mais toujours très très sportif. Moi, j'adorais être dehors, prendre une raquette, jouer contre un mur, prendre un ballon, taper dedans. Vraiment toujours très très sportif. Donc naturellement, je me suis orienté là-dessus. Malheureusement, j'ai commencé un STAPS, j'ai été blessé. À l'époque, il fallait 3 mois pour pouvoir passer une IRM. Sauf que quand j'y allais, j'avais plus mal. Le médecin, il trouve que à te dire, faut venir quand t'as mal, t'as envie de le taper. Bon. Et puis, comme sur 1 an de sport, j'ai pu en faire 1 mois, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux, donc j'ai arrêté. J'ai fait plein de petits boulots merdiques, hein, comme on en fait. J'appelle ça, loin de moi, le fait de dénigrer pour ceux qui l'en font. Mais tout ce qui est manutention, tout ce qui est préparateur de commandes, etc., dans les grosses chaînes, Intermarché, Bricomarché, etc., vraiment des métiers qui sont ingrats, qui sont difficiles. Là, je me suis dit, Jérémy, tu as 21 ans, tu vas te bouger le cul, et puis non, en fait, tu vas pas faire ça toute ta vie. Et je suis arrivé dans l'informatique, pourquoi ? Parce que, alors oui, j'avais déjà bidouillé plein de fois mon ordinateur, monté moi-même, démonté chez moi à la maison. Et c'est plus par un concours de circonstances qu'autre chose, en fait. D'accord. Parce que j'aimais bien ce côté logique de l'informatique. J'ai un esprit très très logique, très cartésien, et en fait ça matchait tout simplement. Moi je dis allez, pourquoi pas. Voilà comment je me suis lancé dans l'informatique, pourquoi pas. D'accord, pourquoi pas. Donc jamais, on t'aurait dit à cette époque-là, plus tard tu seras dirigeant d'une entreprise informatique. Non, et puis mes parents n'ont jamais été entrepreneurs. Mon père a été fonctionnaire chez France Télécom. Avant, c'était France Télé, les PTT, France Télécom, Orange, ça change de nom tout le temps, c'est magnifique. Ma mère était premier clerc chez un huissier de justice, rien à voir. Donc j'étais pas dans ce milieu-là, j'étais pas destiné à être chef d'entreprise. Si tu me poses la question aujourd'hui, est-ce que je me sens chef d'entreprise ? Non. Non plus ? Non, je me sens syndrome de l'imposteur, comme on l'a tous, hein. Mais aujourd'hui, me dire je suis le chef d'une entreprise, ah oui, je gère mon entreprise, oui, j'ai un collaborateur, oui, j'ai acheté des locaux, mais ça, pour moi, le chef d'entreprise, c'est une autre vision encore, c'est quelque chose d'encore plus haut, alors que je suis chef d'entreprise. Donc, non, petit, je ne me
dédiais pas à être chef d'entreprise du tout. J'ai rapidement compris que le salariat, ça allait être compliqué pour moi. Alors pas le fait d'être sous les ordres de quelqu'un, mais d'être sous les ordres de quelqu'un avec des valeurs complètement différentes de moi, oui par contre, ça c'est compliqué. Donc j'ai préféré faire les choses à ma façon, et cet ami-là au collège, enfin cet ami du collège qui m'a permis de créer ma première entreprise, Nicolas, c'est lui qui m'a dit tiens, moi je vais créer ma boîte, et c'est là, pareil, je dis allez, pourquoi pas. Alors c'est génial d'entendre ça, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on entend toujours le côté positif, le côté réussite, mais au bout de 20 ans, il y a toujours ce fameux syndrome de l'imposteur qui s'invite de temps en temps sur différents sujets. Et c'est bien aussi de le partager, parce que je pense qu'il y a bon nombre d'entrepreneurs le vivent, sans le dire et sans l'assumer pleinement, parce qu'ils se disent « mais est-ce que je suis le seul ?» Ben non, finalement, non, vous n'êtes pas seul. Non, on est... Après, j'ai jamais eu la prétention d'être le meilleur informaticien du monde. Je pense qu'il existe de bien meilleurs que moi. Pareil en termes de chef d'entreprise, etc. Encore une fois, moi, je fais les choses à ma façon. Alors, ça plaît pas. Généralement, ça a l'air de plutôt plaire, donc je me plains pas. Mais j'imagine qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Mais ce syndrome de l'imposteur, comme on l'appelle, c'est vraiment... c'est pas au quotidien, mais c'est toujours présent en fait, plus ou moins en fonction des événements. Quand le moral est bas, il prend une place énorme. Quand le moral est haut, il nous laisse un petit peu tranquille. Mais c'est toujours là. Je pense que ça fait aussi partie de moi. Ça. Je pense que ça fait partie de nous, parce qu'on n'a pas été formaté. On est dans un pays où on n'est pas formaté pour être chef d'entreprise. On n'est ni formaté ni formé. On est formé pour être des moutons et puis allez, hop, on va payer des impôts. Ah d'accord. Bon. Bah oui, mais non. J'adore ce franc-parler, mais parce que qu'est-ce que je le partage? On est nombreux à le partager, mais on n'ose pas forcément le dire, mais on est d'accord. Alors, justement, tu disais qu'il n'y avait pas d'entrepreneur autour de toi quand tu as démarré. Est-ce qu'on t'a pris pour un fou parce que tu étais jeune? Aujourd'hui, l'entrepreneuriat se démocratise un peu. Chez les jeunes, ça les fait de plus en plus rêver quand même. Alors que nous, il y a 20 ans, on était dans une période où quand même, le standard, c'était trouve-toi un CDI, achète une maison, un chien, etc. Donc, Tout à fait. Alors, je vais me niveler ce que je vais dire quand même, parce que les gens le prennent pas mal. Ça va trop vite dans l'autre sens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ok, il y a plein de gamins, il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais sans vraiment avoir cette notion-là qu'il faut bosser. Moi, aujourd'hui, je vis bien, j'ai ma société, vit bien, j'ai pas de problème, mais j'ai mis 20 ans à y arriver. Et je pense pas qu'aujourd'hui, la mentalité des gens, je vais pas stigmatiser sur les jeunes, mais vraiment la mentalité aujourd'hui, ça soit de dire « ouais, je vais en chier pendant des années, mais après, ça vaudra le coup ». Je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent tout de suite. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, et on le ressent aussi quand on veut embaucher. Un gamin qui arrive, moi je veux 3 000 €. Mais t'es qui? Qu'est-ce que t'as fait pour justifier Nous, on est d'une génération où on nous a bien fait comprendre, et c'était naturel pour nous. On commence en bas, et au mérite, on monte. Mais là, il n'y a plus cette notion de mérite, c'est je veux tout de suite. Bah non. Tu vois, moi j'ai fait une formation pour apprendre à manager la génération Z. J'étais en contradiction avec la formatrice une bonne demi-journée, pas au début. Et pas parce que ce que disait, c'était faux, hein, pas du tout. C'est juste que, si je prends mon parcours, moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, ça fait 20 ans que je fais les choses avec mes valeurs. Et elle, la première chose qu'elle nous a dit, faut s'adapter à eux. Pardon ? La vie, c'est dur et qu'il faut travailler, tout simplement. De toute manière, s'ils ne l'apprennent pas au départ, ils l'apprendront sur le... Après, on risque d'avoir beaucoup de chômeurs, mais on a déjà pas mal. Mais je pense aujourd'hui qu'on ne va pas dans le bon sens en termes de mentalité, d'engagement des gens, de plein de choses. Mais après, encore une fois, je vais revenir là-dessus, parce que moi, ça me bouffe aujourd'hui, quand on voit les hommes politiques qu'on a, et qui pensent qu'à eux. Ils n'ont jamais bossé de leur vie dans le privé et qui viennent nous dire faut payer plus d'impôts. Je dis mais les gars, qui c'est qui vous paye? C'est nous. On est sur un épisode aujourd'hui où on tacle, on dit des choses vraies, nombreux à le penser, mais aujourd'hui on est cash. Je vous présente Jérémy. Vous allez l'apprendre à le connaître, personne authentique, il l'a dit tout à l'heure, honnêteté, transparence, et on adore. Oui. Alors, en règle générale, je dis ce que je pense. Ça plaît pas. Mais je vais pas vous brosser dans le sens du poil pour vous faire plaisir, alors que je pense le contraire. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Et on aime l'authenticité de toute manière. Après, c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est pouvoir... Il y a autant de manières d'entreprendre qu'il y a de personnes. C'est ça. Et peut-être parce que ça manque aussi de cadre.
pour nous apprendre comment vraiment gérer une entreprise, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fonctionne. Aujourd'hui, on fait tous des formations à foison dans tous les sens, mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment? En fait, on est plus des chercheurs en tant que chef d'entreprise. Un peu comme les médecins aujourd'hui. Tiens, ça taille encore. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette magique. Non, parce que je suis convaincue que à chaque personne, sa recette magique, parce que quelque chose qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour toi, et inversement. Je pense qu'il faut revenir à l'humain, tout simplement. Et pour ça, quand je reviens sur le BNI, mais le BNI, c'est ça. C'est de l'humain, avec ses défauts aussi, mais avec toutes les qualités qu'il y a dedans. C'est beau. C'est beau, hein? Y a une question que j'aime beaucoup poser. Si tu pouvais rencontrer ton toi enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? C'est possible. C'est possible? Ouais, je dirais que c'est possible et de ne pas trop se poser de questions. Parce que finalement, il n'y a que nous qui nous posons des questions. Tous les autres, ils ne se posent pas de questions, ils font, bien ou mal, mais ils font. Et généralement, nous, on se met beaucoup de bâtons dans les roues. Ah, c'est pas convenable de faire ça. Ah, c'est pas ceci. Ah, c'est pas cela. Il faut essayer. C'est ce que je dis à mon fils. Mon fils, il est très intelligent. Il a une moyenne générale. Il est en 4e, et une moyenne générale, c'est un truc de... Je dis, mais comment c'est possible? C'est possible. C'est ça. Et par exemple, cette semaine, il s'est planté sur un contrôle. Alors quand je dis s'est planté, il a eu 7 sur 10. Ah, mais c'est un drame pour lui. Il en a fait un malaise. D'accord. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Je dis, c'est déjà combien dans ta classe qui aurait aimé avoir un 7 sur 10 déjà? Il me dit, ouais, mais après, c'est super important les études pour la suite, pour le métier et tout ça. Je lui dis, Lucas, je dis, moi quand j'étais à l'école, regarde, moi je suis chef d'entreprise, alors j'étais bon élève aussi. Je dis, moi aujourd'hui je suis chef d'entreprise, mais ça veut dire quoi? C'est pas parce que j'ai travaillé bien à l'école. Hein. Je me souviens de personnes quand j'étais au collège dans sa classe, en 4e, qui étaient ce qu'on appelle des cancres. Ils n'y arrivaient pas et ça avait des difficultés énormes. J'en connais aujourd'hui, ces cancres-là sont chefs d'entreprise. Ça ne veut rien dire. Les diplômes, aujourd'hui, on a mis ça à une barre tellement haut. Aujourd'hui, ce qui va vraiment être important pour un chef d'entreprise, du moins comme moi, c'est pas le diplôme, c'est l'expérience. C'est l'expérience et c'est la mentalité des gens. Si tu veux avancer, si tu fais preuve de bonne volonté et si tu te donnes les moyens de réussir sans pour autant sombrer dans le « ouais, je suis salarié, j'ai mon CDI, donc je m'en fous », mais il n'y a pas de raison en fait. J'adore parce qu'on casse les codes aujourd'hui. Alors, chers auditeurs qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, mais ceux qui nous regardent, j'ai en face de moi Antoine qui hoche la tête depuis tout à l'heure et qui acquiesce toutes tes paroles, Jérémy. C'est vrai, je vais être président alors. Comment? Je vais être président alors. Allez, Jérémy président. On arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi le step d'après pour toi? Le step d'après pour moi, il va falloir que je fasse grandir l'équipe. Ça me stresse énormément. C'est vrai. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, la mentalité des gens aujourd'hui. En fait, moi je suis chef d'entreprise, c'est pas pour faire du social. Les arrêts de travail, tu as le droit d'être malade, j'ai pas de problème. Et si c'est parce que, ah mince, mon chien il s'est fait mal à la patte, bon, il y a une part des choses à faire. Le fait de... je pense qu'on a donné... Alors ça c'est pareil, hein, c'est un parti pris, c'est ce que je pense. On a donné trop souvent raison aujourd'hui aux salariés. Sur tous les problèmes qui peuvent se passer au prud'homme. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas content, hop, je te mets au prud'homme. Ok, mais en fait, c'est toi qui as tort. Oui, mais c'est pas grave. Et on leur donne raison quand même. Je pense qu'il faudra un jour que ça se nivelle, que ça redevienne égalitaire quand même. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Ça fait des années qu'on en voit ça. Et puis, en fait, c'est pas le changement, ça s'empire tous les ans. Donc, c'est... Moi, ce qu'on peut me souhaiter, juste continuer comme ça. Alors, continue comme ça. Voilà. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Croyez en vos possibilités. Croyez en vos possibilités parce que la seule personne qui fait que vous échouez, c'est vous. Nous sommes nos propres limites. Exactement. Donc c'est possible. Exactement, c'est possible. Merci beaucoup Jérémy. Merci, Ravi de Jennifer. t'avoir accueilli sur cet épisode. De même.